Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour le point de l'actualité. Voici le sommaire de cette édition. Elle fait près de 60 000 victimes par an. Il s'agit de la rage, maladie transmise par certains animaux qui en sont infectés. Retour sur la journée de sensibilisation consacrée à la rage dans ce journal. Vous le savez, la pratique de la dictée au cours primaire n'est plus effective depuis plusieurs années, mais une décision du ministère invite depuis peu les enseignants à reprendre avec la pratique de la dictée dans les cours du CI au CM2. Quelle analyse peut-on faire de cette décision? Réponse dans ce journal. Israël rend hommage à son ancien président décédé ce mercredi, Shimon Peres. Autorités et citoyens du pays, entre autres, sont conviés à aller se recueillir devant la dépouille de Peres, exposée ce jeudi devant le Parlement israélien. Voilà pour le sommet de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Une fois encore, merci de votre fidélité à Eden TV. Les députés béninois ont consacré la journée de ce jeudi à s'informer sur le financement du secteur de la santé. C'était au cours d'un atelier parlementaire tenu ce jour. Le dit atelier s'est déroulé grâce à l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et du PNUD, qui accompagne l'Assemblée nationale pour le partage d'informations sur le financement du secteur de la santé. Il s'agit pour les experts présents à cet atelier de dire aux députés si les engagements pris par le Bénin dans le domaine sont respectés ou non. Les partenaires techniques et financiers et les cadres du ministère de la Santé ont aussi participé à cet atelier. Parlons à présent du Conseil des ministres de ce mercredi, au cours duquel plusieurs décisions ont été prises, comme la création de 4 universités nationales, le recrutement des auditeurs de justice et des milliers d'enseignants au profit de l'enseignement maternel et primaire. L'annonce a été faite ce 28 septembre au thème du Conseil des ministres par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Le Conseil a pris acte du compte-rendu qui a été fait par le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, compte-rendu relatif à la mise en œuvre du décret portant création du fichier national qui constitue ce fichier une mesure clé entrant dans le cadre de la dynamisation de l'administration et de sa modernisation. Il s'agit de pourvoir les hautes fonctions de la chaîne des dépenses publiques par appel à candidature. Le ministre a fait part au Conseil des tâches et actions engagées dans ce cadre. Ce fichier, qui est en réalité une liste informatisée de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques, ce fichier sera donc disponible avant la fin de cette année 2016. Le Conseil a examiné à nouveau la carte universitaire de notre pays à l'issue de diverses consultations. Ces consultations ont montré qu'il était devenu impérieux de revoir cette carte afin de mutualiser les ressources humaines, matérielles, pédagogiques, infrastructurelles et d'offrir au personnel et aux étudiants de meilleures conditions de travail et d'études, tout en s'efforçant, à travers les brassages, de construire et de renforcer l'unité nationale. Ainsi, il est créé 4 universités, 2 universités pluridisciplinaires, Abomey-Calavi et Parakou, et 2 universités thématiques, Abomey et Porto Novo. Le décret portant création de ces 4 universités a été adopté par le Conseil. Le décret donne la liste des facultés, écoles et instituts qui sont regroupés ou rattachés à ces 4 universités. 6e point, création du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. 2 autres projets de décret ont été pris. Le Conseil a par ailleurs adopté un décret portant nomination des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. De même, le Conseil a adopté
le décret portant création d'une agence du cadre de vie pour le développement du territoire en remplacement de l'agence des grands projets urbains. Il s'agit en réalité d'un changement de dénomination pour intégrer la dimension opérationnelle de la mise en œuvre de l'agenda spatial du Bénin. Le Conseil a autorisé le recrutement de 80 auditeurs de justice pour renforcer les effectifs des magistrats, greffiers et officiers de justice. Le Conseil a également autorisé le recrutement de 3 601 enseignants de la maternelle et du primaire. Au chapitre éducation, je vous l'annonçais en titre, depuis plusieurs années, la pratique de la dictée n'est plus effective dans les établissements publics et privés. Récemment, à travers une note circulaire, le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salim Karimou, a fait un rappel aux acteurs des écoles primaires publiques et privées qui consiste au retour de la pratique de la dictée dans les cours du CI au CM2. Quelle analyse peut-on faire de cette décision? Suivez ce reportage pour en savoir davantage. Elle a été pratiquement abandonnée depuis l'avènement des nouveaux programmes d'études. Conséquence, baisse drastique du niveau des apprenants en langue française. La note circulaire 1800-MEMP du ministre de l'enseignement maternel et primaire à ce sujet est sans appel. L'autorité hausse donc le ton. Instituteurs et institutrices des écoles primaires publiques et privées doivent désormais tenir compte de cet exercice qui d'ailleurs n'a jamais été supprimé. Jérémy Dovonon, spécialiste des curricula, explique la pertinence de ce rappel. Pour aller découvrir et comprendre les autres matières, il faut nécessairement, ici au Bénin, comprendre et bien comprendre la langue française. Et donc, cette dictée-là, comme je le disais, qui est le nœud, n'est-ce pas, ça fait, n'est-ce pas, le lien entre tous les autres exercices, orthographe, grammaire, études de tests. La dictée en elle-même comprend tout ça. Et donc, qu'elle soit mise en veilleuse pendant longtemps, et qu'aujourd'hui, on décide, n'est-ce pas, de raviver cette flamme-là, je crois que c'est magnifique, c'est à applaudir. Ainsi, la dictée doit être désormais une activité d'apprentissage, d'évaluation formative et sommative du CI au CM2. Quand on parle d'évaluation formative, ça veut dire que ça se fait en classe, et pour préparer l'apprenant à maîtriser un certain nombre de contenus, de programmes, pour avoir certaines connaissances, n'est-ce pas, de certaines notions. Mais aussi, il a parlé d'évaluation sommative. Cela voudrait dire que pour ce qui est du passage d'une classe à une autre, l'apprenant sera évalué en dictée. Et donc, cette note-là serait prise en compte pour son passage en classe supérieure. Et si c'est le cas, et qu'il a été évalué pendant 6 ans ou 5 ans, pour qu'il passe le CEP la 6e année, naturellement, cela va de soi. Cela va de soi, parce que je ne conçois pas qu'on puisse évaluer de manière sommative l'apprenant du CI jusqu'au CM2, et que du coup, au CEP, qu'il n'y ait pas du tout la dictée au programme. Mais maintenant, on pourrait aussi faire de telle sorte que, bon, déjà du CI jusqu'au CM2, se serait rendu compte que oui, l'apprenant maintenant, le bagage qu'il faut, il a développé les compétences qu'il faut, on a pu installer en lui les compétences qu'il faut. Et qu'on pourrait, à travers l'expression écrite classique qu'on a aujourd'hui, on pourrait déjà évaluer tout ce qu'on lui a enseigné à travers les différentes dictées qu'il aurait faites. Mais la nouvelle génération d'instituteurs, censée remplacer les anciens, qui partent bientôt à la retraite, peut-elle relever ce défi? Même dans nos écoles normales, il y en a qui sortent. Ce n'est pas tout le monde, il y en a qui sortent de l'école normale, tout en restant, excusez-moi le terme, vierge en matière de dictée, complètement vierge. Et lorsqu'on les soumet, n'est-ce pas, à un exercice de dictée, eh bien, non, les fautes, il y en a, on peut mesurer cela, on peut peser cela, il y en a suffisamment. Mais les voilà, c'est eux qui vont administrer la dictée aux gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes là doivent se faire, n'est-ce pas, se refaire un niveau en matière de dictée. L'auto-formation et des mesures d'accompagnement des autorités étatiques s'avèrent donc cruciales pour une réussite de ce challenge qu'est le retour de la dictée.
Toujours éducation, c'est bientôt la rentrée scolaire au Bénin. La période qui précède cette rentrée, vous le savez, est souvent consacrée à l'achat des fournitures scolaires et à la préparation psychologique des apprenants à bien reprendre les cours. Vu l'importance de cette préparation, comment s'y prendre pour la réussir et qui doit la faire? Loris Freddy d'abord et Frégis Fiossi pour les éléments de réponse. Pendant plusieurs semaines, la petite école a dormi, mais elle va devoir se réveiller le 3 octobre prochain. Apprenants et enseignants vont reprendre les activités pédagogiques. Mais avant, il est important de préparer les écoliers et élèves à aborder la rentrée scolaire dans les meilleures conditions et dispositions. Lorsque l'enfant voit le parent débarquer à la maison avec des paquets de cahiers, avec les tissus d'uniforme, tout ça, là, ça rassure l'enfant. Psychologiquement, il est rassuré. Il se dit, pour ne pas décevoir mes parents, il faut que je commence par m'armer aussi pour que l'année soit une année réussie. C'est déjà les conditionner, qu'ils se mettent donc en l'esprit que le temps des amusements, le temps des loisirs, le temps des promenades, le temps des jeux est passé, est révolu, et qu'il est maintenant temps de renouer avec les cahiers, les livres, les stylos. Mais les fournitures scolaires, les jolis sacs d'écoliers, les belles chaussures, le vélo ou la moto ne suffisent pas à rassurer les apprenants en cette veille de la rentrée. Il faut l'écouter, il faut échanger beaucoup plus avec son enfant pour savoir quelles sont les craintes que l'enfant est en train d'exprimer. Et lorsque vous, parents, vous parvenez à identifier ces craintes, vous pouvez l'apaiser. Vous pouvez comprendre un peu ses problèmes et échanger avec lui, lui donner des astuces. Même pour prendre un répétiteur à un enfant, on doit quand même échanger avec l'enfant. On doit l'écouter pour voir où se situent réellement ses problèmes. Il faut pouvoir leur conseiller quelle façon donc d'employer son temps, quelle façon donc de répartir utilement leur temps entre les activités scolaires, leurs loisirs et aussi les activités familiales, les activités d'aide à la famille, adopter l'hygiène de vie qui convient. La bonne reprise des cours dans les écoles, collèges et lycées nécessite un suivi rigoureux avant et tout au long de l'année scolaire. Il ne s'agit pas forcément pour le parent d'être un lettré. Il ne s'agit pas non plus pour le parent de s'en remettre simplement à des répétiteurs, à des maîtres d'études qu'ils pourraient recruter pour accompagner leurs enfants à la maison. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils adoptent une attitude de contrôle et de surveillance pour s'assurer que leurs enfants révisent bien leurs cours, qu'ils font bien les exercices que leurs maîtres et leurs professeurs leur ont donnés et qu'ils mènent une vie disciplinée, qu'ils ont un emploi du temps qu'ils respectent et qu'ils sont assidus au cours. Cela suppose aussi que les parents puissent maintenir une certaine relation avec l'établissement scolaire, avec les maîtres, les autorités des établissements où les enfants fréquentent. Une synergie d'action est donc exigée entre parents et enseignants pour non seulement une bonne rentrée des classes, mais aussi et surtout un bon suivi psychopédagogique tout au long de l'année scolaire. Elle fait près de 60 000 victimes par an. Il s'agit de la rage, maladie transmise par certains animaux qui en sont infectés. Il s'agit d'un problème de santé publique. Pas étonnant que le Bénin ait consacré une journée à la sensibilisation sur cette maladie. Reportage. La rage, maladie infectieuse parmi les plus dangereuses, elle se transmet des animaux de compagnie comme le singe, le chat ou surtout le chien infecté à l'homme en cas de morsure, de griffure ou même de léchage. Ce 28 septembre, à l'instar de bien d'autres pays, le Bénin a consacré du temps à la sensibilisation et à la lutte contre la maladie. Occasion choisie par l'Association béninoise de lutte contre la rage avec l'appui de la direction de l'élevage pour sensibiliser la population et procéder à une séance de vaccination gratuite des animaux. La seule chose pour protéger le chien et pour protéger l'homme, c'est la vaccination du chien. Parce que c'est l'animal qui contamine l'homme.
Si votre animal est sain, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte pour l'homme. Donc si on veut se débarrasser de la rage dans notre pays, nous devons amener les populations à vacciner annuellement tous leurs chiens. La rage étant toujours mortelle pour l'homme ou l'animal après l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, des dispositions particulières doivent être systématiquement prises en cas de morsure ou de griffure, même quand l'animal n'a pas l'air malade. Vous devez rentrer chez vous ou bien aux alentours demander de l'eau savonneuse. Avec l'eau savonneuse, vous arrivez à nettoyer la plaie ou la griffure parce que l'eau savonneuse inactive le virus de la rage. Une fois que vous avez fait ça, vous devez courir à un centre médical. Pour le docteur Richard Lokossou, vacciner son chien, c'est non seulement le protéger, mais aussi se protéger et protéger la communauté. La rage est la seule maladie pour laquelle la mortalité survient dans 100% des cas lorsque les signes sont signalés. Donc il n'y a pas de méthode curative pour la rage. Tout est préventif. Maintenant, est-ce que de façon traditionnelle, nos parents faisaient quelque chose? Il faut reconnaître que l'évolution du virus, pour que la rage survienne, échappe totalement à toute méthode traditionnelle. Il n'y a aucune méthode traditionnelle pour soigner la rage. La rage est à l'origine d'environ 59 000 décès annuels dans le monde, principalement en Afrique et en Asie. Hors du Bénin, 4 députés quittent le Rassemblement pour le Mali, RPM, parti du pouvoir. Ils rejoignent les rangs d'un groupe de formation politique de l'opposition. Les députés évoquent l'absence de débat au sein du RPM et l'existence de querelles intestines pour justifier leur démission. Le RPM reste tout de même majoritaire au Parlement. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté ce mercredi un avant-projet d'une nouvelle constitution. Le gouvernement n'a pas donné de détails sur le contenu du texte. Il va le transmettre au Parlement pour son adoption ou non au cours de la session qui débute le 5 octobre prochain. On reste en Côte d'Ivoire pour découvrir le succès du pagne africain à travers ses motifs et les noms attribués à chaque tissu en fonction des motifs. Suivez plutôt. Jalousie, œil de ma rivale, ou encore carte de séjour. En Côte d'Ivoire, les différents noms donnés au pagne sont souvent inspirés d'héroïnes de séries télé ou de faits de société. Ça, c'est Marie Ingrat. Bon, je préfère ce pagne-là que lui. Je ne supporte pas ce pagne-là parce qu'il ne me plaît pas. Parce que le nom même qui est dessus, même je n'aime pas ce pagne. Donc Marie capable, j'aime parce qu'il est capable. Il fait tout pour moi. Donc j'aime ce pagne-là. Plus que ça là. Chaque mois, des dizaines de nouveaux motifs apparaissent sur les marchés. Mais depuis quelques années, le secteur du pagne doit faire face à la concurrence venue des pays asiatiques. Au marché d'Adjamé à Abidjan, on trouve de nombreuses copies des marques les plus prestigieuses, importées de Chine, de Thaïlande, mais aussi du Nigeria. Pour les clients les moins fortunés, ces imitations, vendues entre 3 et 10 euros, sont bien plus abordables que les pagnes des grandes marques, qui dépassent souvent les 20 euros. Ceux qui prennent en Chine, c'est le pauvre qui peut payer ça. Il y a des gens aussi qui sont riches, ils payent ça. Ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens. Il y a des pays qui sont hollandais. Tout le monde ne peut pas payer hollandais. Environ 90% des pagnes vendus sur les marchés ivoiriens viennent aujourd'hui de l'étranger. Après avoir longtemps souffert de la concurrence chinoise, la société Uniwax, filiale du groupe néerlandais Vlisco et leader du pagne en Afrique, a décidé de prendre de vitesse ses concurrents. On a mis une stratégie de créativité, de marketing, de distribution, de production, etc. qui nous permet de lutter efficacement contre ces phénomènes. En gros, si vous voulez, on crée plus vite que le copillon des copies. Et on fait un produit d'un rapport qualité-prix apprécié par les consommateurs. Dans un marché en pleine expansion, l'entreprise espère augmenter sa production de 70% d'ici 5 ans. Preuve qu'avec ses noms fantasques et ses belles couleurs, le pagne se porte bien et pourrait un jour débarquer en force en Europe.
Les manifestations des étudiants sud-africains contre l'augmentation des frais de scolarité ont pris une nouvelle tournure ce 28 septembre. La police a fait usage de balles en caoutchouc sur certains campus, dont celui de Johannesburg. Israël rend hommage à son ancien président, Shimon Peres. Celui-ci est décédé ce mercredi. Les hommages sur fond de recueillement devant sa dépouille ont eu lieu devant le Parlement israélien. Cet homme politique qui a marqué l'histoire de son pays, député, Premier ministre, président et prix Nobel de la paix, il a connu un parcours impressionnant. Allons en Bulgarie avant de clôturer cette édition. Anciens camarades de classe devenus agriculteurs, ils incarnent les décalages de l'agriculture bulgare. D'un côté, une profusion de machines modernes dans de vastes champs de blé et de l'autre, la cueillette à la main dans une petite exploitation potagère. Reportage. Des champs à perte de vue, des millions de tonnes de céréales destinées à l'exportation. Pourtant, en Bulgarie, pays le plus pauvre de l'Union européenne, le boom de la culture céréalière n'a pas eu que des effets positifs. Selon un rapport récent, les aides européennes seraient même nuisibles pour l'agriculture traditionnelle. Le système des subventions européennes nous pousse et pousse nos politiciens à donner la même quantité d'argent par hectare indépendamment de la taille de la ferme. Donc si je travaille 30 000 hectares, et nous avons des exemples d'exploitation de cette taille, multipliez ce nombre par 150 € et vous aurez une idée de la somme que reçoit un agriculteur dans un pays comme la Bulgarie. Ça fait beaucoup d'argent. Le rapport Boyoukliev affirme que les subventions ont conduit à la concentration des terres et ne bénéficient qu'à quelques agriculteurs aux exploitations gigantesques. Environ 100 exploitations, principalement de blé, tournesol et colza, recevraient jusqu'à 75% de l'aide agricole de l'UE. Mais les gros producteurs de céréales ne sont pas d'accord avec le tableau noir dépeint par le rapport. Bien sûr, le subventionnement par hectare a stimulé le développement de ces grandes exploitations. Mais à la fin de l'ère communiste, ces terres ont été laissées en friche. Je ne vois rien de mal à ce que les agriculteurs aient pris un crédit, loué, travaillé cette terre et gagné de l'argent grâce à elle. C'est normal que ces gens soient récompensés pour leur travail et pour les risques qu'ils ont pris. Sur son petit lopin de terre, Nadia Petkova, agricultrice biologique, se sent lésée. Pour elle, le système ne laisse aucune chance aux producteurs traditionnels de fruits et de légumes. Pour le moment, je fais tout à la main. Dans l'agriculture biologique, le désherbage doit se faire sans pesticides. C'est un travail dur. La production de céréales, ça c'est un métier facile. Les petites exploitations doivent être encouragées. Si j'utilisais des machines, j'aurais de meilleurs résultats et une qualité encore meilleure. Mais pour que cela se produise, l'État doit modifier sa politique agricole et ses priorités. Le ministère de l'Agriculture a imposé un plafond sur les subventions européennes qu'un agriculteur peut obtenir d'ici 2020 et a promis plus d'aide aux secteurs en difficulté tels que les fruits et légumes ainsi que les fermes biologiques. Mais les experts restent toutefois pessimistes. Les grands exploitants pourront facilement tricher en divisant artificiellement leurs terres agricoles sans que cela fasse une réelle différence pour les petits producteurs. Messieurs, vous l'avez compris, c'est ici que se referme cette édition réalisée par Nassis Routon, Chimène Claudia Dosso à la prise de son, Fréjus Fiossi au plateau. Nos informations sont à suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benen-eden.tv. Voilà, et merci de nous avoir suivis et surtout ne ratez pas le rendez-vous de demain matin d'Eden 7 à 7 heures. Bonsoir.